Merci à l'ensemble du Forum des images et à toute son équipe avec laquelle nous en parlons en état de cause, puisque c'est la troisième fois que nous participons à des événements avec laquelle c'est si agréable de travailler. J'en profite pour signaler qu'il y a des menaces qui pèsent sur ce lieu exceptionnel et qu'il serait opportun que massivement, toutes celles et ceux qui sont là signent la pétition et non moins massivement fassent circuler la pétition que vous trouverez sur le site du Forum des images, sur le site internet du Forum des images. Je commence donc. L'étude des génocides et des meurtres de masse montre que leur reconnaissance est un processus complexe et aléatoire et que certains accèdent mieux ou plus vite que d'autres à la mémoire collective, comme le montre cet exemple du génocide cambodgien, largement oublié, dont ont traité ces manifestations du Forum des images. Comme dans la vie individuelle, la mémoire collective retient certains événements au détriment d'autres, pour des raisons multiples qui tiennent à l'histoire, à la géographie, à la politique, à la psychologie. Ainsi pourrait-on parler d'une mémoire différentielle pour qualifier la manière dont s'opèrent ces processus collectifs de sélection. Cette mémoire conduit à la constitution de ce qu'on pourrait appeler un canon mémoriel, pensé sur le modèle du canon littéraire et artistique. Ce dernier désigne l'ensemble des œuvres qui paraissent essentielles pour une certaine culture à un moment donné. De la même manière, le canon mémoriel pourrait désigner l'ensemble des meurtres de masse dont le souvenir est vivant et actif pour une certaine société à un certain moment. Loin d'être figé, cette mémoire et ce canon mémoriel sont doublement mobiles. Ils le sont d'abord dans l'espace, puisqu'ils diffèrent sensiblement selon les communautés et leur proximité à l'événement. Pour cette raison, je me référerai ici principalement à la France et à la manière dont certains événements dramatiques sont aujourd'hui inscrits ou non dans notre mémoire collective. Mais cette mémoire est aussi temporelle, puisque le passage du temps conduit à remodeler la carte des meurtres de masse dignes de figurer dans la mémoire collective d'un pays, soit en inscrivant d'autres dans cette mémoire, soit en effaçant certains, cela souvent en fonction du mouvement de l'histoire et de la manière dont celle-ci utilise le passé en rapport avec les enjeux et les valeurs du temps présent. Nous vous proposons donc ici une réflexion à propos de cette mémoire différentielle. Je commencerai par une intervention assez générale avec 4 exemples, avant de laisser la place à Ariane, qui nous parlera d'un exemple concernant la guerre d'Algérie, puis à Soko, qui reviendra sur le cas cambodgien. Mon premier exemple sera emprunté à l'histoire des génocides. L'année 2015 a été marquée par un nombre important de commémorations du génocide des Arméniens, le premier du XXe siècle, et on ne peut que se réjouir qu'il ne soit pas tombé dans l'oubli. Premier génocide du XXe siècle? Non, justement. Cette expression régulièrement entendue dans les médias français en 2015 constitue une erreur historique majeure quand on s'intéresse aux meurtres de masse. Le premier génocide du XXe siècle n'est pas le génocide arménien, c'est celui commis sur les Héréros en Namibie par les Allemands autour de 1904. Ce génocide a été perpétré dans le cadre de leur occupation de l'Afrique du Sud-Ouest, pour répondre à la rébellion de l'un des peuples de la région, les Héréros, exaspérés par la confiscation de leurs terres et un massacre commis contre des colons. Les Allemands envoient une flotte militaire constituée de 6 vaisseaux de guerre et de 15 000 soldats sous la direction du général Lothar von Trotha. L'anéantissement des Héréros se fait en 2 temps. Les Allemands commencent par les encercler, les contraignant à s'enfuir dans le désert du Kalahari, dont ils ont préalablement empoisonné les puits d'eau, puis envoient les survivants dans une prison à ciel ouvert, l'île du Diable, transformée en camp de concentration, où ils mettent en place un système de meurtre collectif dont s'inspireront plus tard leurs descendants pendant la Seconde Guerre mondiale. Que les génocides des Héréros ne soient pas davantage présents dans notre mémoire collective est d'autant plus surprenant que sa qualification en tant que génocide ne pose aucun problème juridique. Les historiens ont en effet retrouvé, signé de la main de von Trotha, un ordre d'extermination, en allemand Vernichtungsbefehl, document rare dans l'histoire des génocides, dont les perpétrateurs veillent généralement à ne laisser aucune trace écrite. Le processus de reconnaissance de ce génocide a pourtant été long.
Il a fallu attendre la fin de l'apartheid avec la création de l'État de Namibie en 1990 et l'ouverture des archives sud-africaines, avec en particulier la découverte du Blue Book, un rapport sur le génocide rédigé par un juge irlandais, Thomas O'Reilly, pour que l'attention se porte enfin sur ce meurtre de masse. Et il a fallu véritablement attendre 2004 pour que soit posée en Allemagne la question d'une éventuelle indemnisation de la Namibie, et 2021 pour que les autorités allemandes reconnaissent la nature génocidaire des massacres. Quelles raisons ont conduit à l'effacement de ce génocide dans la mémoire collective, en tout cas en Europe? La raison principale relève de la censure politique. On ne pouvait pas attendre des Allemands des années 20 et 30 qu'ils sanctionnent les responsables de ce meurtre de masse, à une époque où la décolonisation n'était pas engagée et où un nationalisme extrême commençait à submerger le pays. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure l'horreur des meurtres de masse commis par les nazis n'a pas contribué à relativiser ce génocide, les 80 000 victimes Herero pouvant sembler après coup n'avoir qu'une importance relative par rapport aux 6 millions de morts de la Shoah. On notera qu'en parlant du génocide des Herero, je commets moi-même une erreur. L'expression juste serait le génocide des Herero et des Nama. Ce second peuple ayant fait l'objet lui aussi, à la même période, d'une extermination par les Allemands, et ne méritant donc pas, d'autant que ces deux peuples voisins ne s'entendaient pas particulièrement, de disparaître dans une formulation synthétique. Mon deuxième exemple sera également emprunté à l'histoire des génocides au XXe siècle. Il arrive en effet que cette différence de mémoire ne se produise pas entre deux événements séparés, comme précédemment le génocide des Herero et des Nama par rapport à celui des Arméniens, mais à l'intérieur d'un même groupe de meurtres de masse. Personne aujourd'hui, à part quelques négationnistes isolés, ne conteste l'extermination des Juifs. Mais les nazis ne se sont pas limités à un seul génocide. Ils ont de manière aussi systématique procédé dans le même temps à une autre extermination, celle des Tziganes, lors d'un processus pour Yamos ayant conduit à la mort de 300 000 à 500 000 personnes, peut-être beaucoup plus. Une destruction qui, comme pour les Juifs, s'est faite en deux temps, avec des massacres systématiques sur le terrain, puis l'envoi en camp d'extermination, en particulier celui d'Auschwitz. Là encore, le processus de reconnaissance a été long et il est loin d'être terminé. L'Allemagne a reconnu sa responsabilité en 1981 et a inauguré en 2012 un mémorial à Berlin. Il existe depuis 2015, le 2 août, une journée européenne de commémoration du génocide des Roms. Mais en France, ce génocide reste largement méconnu et son souvenir est peu présent dans les manuels scolaires, sinon quelquefois en quelques lignes. Comment expliquer cette absence de génocide des Tziganes dans la mémoire occidentale, alors que les Alliés ayant gagné la guerre, aucun facteur politique de dissimulation n'a joué? Un élément décisif dans cette éclipse est, à mon sens, la carence d'œuvres littéraires et cinématographiques sur ce sujet. Le souvenir de la Shoah a été très tôt pris en charge par les créateurs, en particulier des témoins comme Primo Levi, Robert Antelme, Elie Wiesel et bien d'autres. Sans doute leurs œuvres n'ont-elles rencontré au départ guère de succès, et il a fallu du temps et des travaux comme ceux de Hilberg et bien sûr le film de Lanzmann pour individualiser le génocide des Juifs dans l'ensemble des meurtres de masse du nazisme. Il demeure que le grand nombre de ces œuvres a peu à peu installé le génocide des Juifs et sa spécificité dans la mémoire nationale. Il n'en va pas de même pour celui des Tziganes, qui, lorsqu'il n'est pas tout simplement oublié, ne connaît pas du tout la même audience. On pourra en voir pour indice la différence de succès de deux films sortis en 2009, La Rafle et Liberté. Le premier, tourné par Roselyne Bosch, raconte la rafle du Veldiv en insistant sur la responsabilité de la police française. Le second, dû à Tony Gatliff, raconte la persécution des Tziganes par cette même police et le début de leur déportation. Or, l'audience de ces œuvres a été très différente, en nombre d'entrées du simple au triple. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me procurer une version du film de Gatliff qui est introuvable. C'est qu'une œuvre, aussi réussie soit-elle, ne suffit pas à marquer les esprits. Il faut que ceux-ci y aient été préalablement et peu à peu préparés. Il a été ainsi peu rappelé que La Rafle n'était pas le premier film à raconter le Veldiv et la participation de la police française. Il avait été précédé plus de 30 ans auparavant, en 1974, par un film remarquable de Michel Mitrani, Les Guichets du Louvre, tout aussi explicite sur la rafle et la participation de la police.
Pourquoi le second film connaît-il un succès immense quand celui de Mitrani passe à peu près inaperçu? Mon hypothèse est que si les œuvres jouent un rôle décisif dans la connaissance des meurtres de masse, elles ne le peuvent que si elles s'inscrivent dans un continuum mémoriel. Pour qu'une œuvre nous émeuve, il faut que nous puissions nous identifier aux victimes. La longue préparation produite par les œuvres sur la Shoah a eu pour effet que les victimes nous semblent familières, ce qui n'est pas le cas des Tziganes, une communauté peu connue, souvent représentée à travers des stéréotypes négatifs et dont le destin, faute que notre imaginaire y ait été peu à peu préparé, nous demeure encore largement abstrait. Je vous propose donc une première séquence extraite du film Liberté. Le personnage que nous avons vu, qui incarne très bien la liberté évoquée par le titre du film, s'appelle Taloche. Il est joué par l'acteur James Thierry. La montre, avec des caractères hébraïques, trace évidemment une comparaison implicite entre les deux génocides, mais souligne aussi, dans la mesure où une simple montre nous suffit pour évoquer la Shoah, l'évasement dont a été en revanche l'objet, celui des Tziganes, dont le nombre de victimes est rappelé dans un carton à la fin du générique. Mon troisième exemple portera sur deux événements pour lesquels la qualification de génocide reste encore aujourd'hui en suspens, à savoir deux des grandes famines survenues au XXe siècle, l'une en Europe, l'autre en Asie. La première s'est produite en Ukraine en 1932-33 et couramment appelée Holodomor, ou Golodomor suivant les langues. Mécontent de ce qu'il percevait comme la mauvaise volonté d'une partie de la paysannerie russe à sa réforme de collectivisation, Staline s'engage dans une politique de répression massive visant à briser sa résistance par la faim, famine qui fera quelques 5 millions de mortes. La seconde famine se produit en Chine à la fin des années 50. Elle est causée également par une collectivisation forcée exigée par Mao, laquelle se révèle un gigantesque échec, avec un nombre de victimes couramment évalué à 36 millions de mortes, certains chercheurs allant jusqu'à parler de 50 millions, un chiffre donc équivalent à celui des victimes de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Qu'il y ait eu ou non génocide dans l'un et l'autre cas, le destin mémoriel de ces deux famines est assez sensiblement différent, et d'abord dans les pays où elles sont survenues. Le souvenir de la famine est très présent en Ukraine, surtout depuis l'indépendance, et a donné lieu à de nombreuses œuvres. Même si elle n'est pas très connue en France, elle est tout de même présente dans les débats, avec parfois, on le notera, une confusion avec un autre meurtre de masse commis sur les mêmes terres, l'extermination des Juifs par les Einsatzgruppen. Il est loin d'en aller de même pour la grande famine chinoise, laquelle constitue pourtant l'un des événements les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. En France, cette catastrophe est complètement absente de la mémoire historique. La critique de la violence du maoïsme, y compris chez les nombreux intellectuels qui ont adhéré et en sont revenus, cette critique se focalisant le plus souvent sur la révolution culturelle des années 60. Un épisode certes terrifiant, mais sans aucune commune mesure en termes de mortes avec la grande famine. Quelles sont les raisons d'une telle censure collective? En fait, le terme de censure est sans doute ici inadéquat
dans la mesure où il implique quelque chose de déjà constitué et ensuite effacé, comme il en va pour un livre interdit de diffusion. Or, ce qui se passe, ou plutôt ne se passe pas ici, est de l'ordre d'un processus de non-inscription mémorielle, comme si l'événement en cause ne trouvait pas de support psychique dans la mémoire collective pour y laisser une trace sensible. Les raisons évoquées jouent ici également, à commencer par le motif politique, à savoir le refus de la dictature chinoise de reconnaître ce meurtre de masse. Mais l'argument ne suffit pas. Là encore, l'absence d'œuvres majeures a sans doute joué un rôle. La grande famine apparaît très peu dans les films. Celui auquel on pourrait penser, le fossé de Wang Bing, ne la concernant que marginalement, puisqu'il est consacré à un camp de concentration à ciel ouvert dans le désert de Gobi. Le chiffre abstrait de 36 millions de mortes ne produit guère d'émotion s'il ne s'accompagne pas du spectacle de destins individuels auxquels il serait possible de s'identifier, ce qui est le cas lorsque des œuvres littéraires ou artistiques permettent d'engager un travail de pré-mémorisation. Une troisième raison, proche de celle qui a conduit à l'occultation du génocide des Tziganes, tient à l'ampleur des crimes du maoïsme. Tout se passe comme si cet événement avait disparu dans l'ampleur vertigineuse des crimes commis, et comme cela a été le cas, mais progressivement et lentement pour la Shoah, comme s'il ne s'était pas constitué en tant que tel dans la mémoire collective, comme noyé dans l'ensemble indistinct de dizaines de millions de victimes. Ce que j'appellerais une forme d'indifférenciation historique a évidemment partie liée avec les deux autres causes d'oubli que j'ai indiquées, la censure politique et le silence artistique. Quand un gouvernement bloque toute recherche sur un événement historique et que les créateurs et créatrices ne prennent pas le relais, il n'est pas surprenant qu'ils ne parviennent pas à franchir le seuil de la mémoire collective et ne donnent lieu qu'à quelques lignes ou à rien du tout dans les manuels d'histoire. Je vous propose donc la projection d'une seconde séquence extraite du fossé de Wang Bing. 来来来，大家坐起来，能起来的都起来。张立伟，你先说。那我先说吧。咱农场有个人偷了张羊皮，在火上把毛燎得光光的。羊皮烤成硬片片，掰着吃是又香又脆。在下因为兰州月饼楼的烤鸭香啊，又脆又嫩，还有股梨木的清香味儿呀。切，什么烤鸭不烤鸭？我就觉得红烧肉是最香的。对，对对，我家每年都杀一头猪，年年都是白菜炖肉，还从来没吃过红烧肉。你还是地主分子，连红烧肉都没吃过，怎么把你都成地主了？土改工作队也真是瞎了眼了。 Alors, les personnages sont des prisonniers du camp de Jiabiangou dans le désert de Gobi. Le lien avec la grande famine existe, mais il est métonymique dans la mesure où ces prisonniers politiques, considérés comme des droitiers, ont été accusés de contester la réforme agraire qui a suscité cette famine. Même si le film, difficilement soutenable par moments, ne dissimule rien des horreurs de la famine, en particulier les actes de cannibalisme, il semble que le choix par Wang Bing d'une représentation indirecte de cette extermination indique qu'elle demeure encore pour lui de l'ordre de l'irreprésentable. Mon quatrième exemple sera emprunté à la guerre d'Indochine. Comme on le sait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que débute la décolonisation, la France s'est trouvée engagée pendant plusieurs années dans une guerre en Indochine, laquelle s'est terminée par une cruelle défaite de nos armées à Dien Bien Phu en mai 1954. Or, cet événement majeur de notre histoire semble avoir largement disparu de la mémoire nationale. Il suffit de faire une comparaison entre le nombre de références à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie dans le discours politique pour mesurer à quel point
Il s'agit là d'un épisode refoulé de notre histoire collective dont les jeunes générations ignorent même parfois l'existence. Aucun des motifs signalés précédemment ne semble ici convenir pour expliquer ce qu'il est difficile de qualifier autrement que de refoulement collectif. Il n'existe pas de censure en France qui interdise d'évoquer les grandes batailles de notre histoire, pour le moment en tout cas, et toute la documentation nécessaire à la compréhension de ce qui s'est passé en Indochine est disponible. Et si les œuvres consacrées à l'intervention en Indochine ne sont pas innombrables, il y en a eu suffisamment, en particulier pendant les années qui l'ont suivi. On peut penser aux œuvres de Jean Lartegui, de Pierre Schoendoerfer, de Lucien Baudard, aux romans de Graham Greene ou de Jean Hougron, pour que l'on ne puisse pas reprocher aux créateurs et créatrices de s'être désintéressés de ce conflit. Enfin, il n'y a eu ici aucune indifférenciation historique, comme dans le cas de la Shoah après la guerre ou de la grande famine chinoise. L'intervention française est un événement parfaitement circonscrit, avec un début et une fin qu'il est impossible de confondre avec d'autres événements concomitants. Concomitants non, mais peut-être successifs. Je serais tenté d'invoquer une quatrième raison à ce peu de présence de la guerre d'Indochine dans la mémoire collective, que je qualifierais de substitution mémorielle. Il arrive qu'un événement dramatique en occulte un autre dans le psychisme collectif, au point que ce dernier tende à disparaître de la mémoire nationale. Or, deux événements historiques ont très vite succédé à la guerre d'Indochine, au point d'avoir pu peut-être produire des effets de brouillage. Le premier est la guerre d'Algérie, qui commence en novembre 1954, 3 mois après la fin de la guerre d'Indochine, et qui va d'autant plus mobiliser l'opinion française que se trouve cette fois concerné le contingent. C'est l'histoire des parapluies de Cherbourg, par exemple. L'attention nationale se trouve donc immédiatement déplacée vers cette seconde guerre de décolonisation, qui tend d'autant plus à éclipser la première que celle-ci s'est terminée sur une défaite militaire humiliante et qu'il n'y a nul besoin de ce fait d'une censure politique pour que l'épisode indo-chinois tombe rapidement dans l'oubli. Mais la guerre d'Algérie n'est pas le seul événement à s'être substitué à la guerre d'Indochine dans la mémoire collective. Le second est la guerre du Vietnam, qui a succédé immédiatement à celle d'Indochine et a pendant des années occupé l'attention mondiale et conduit souvent à oublier que les Français avaient précédé les Américains. En raison de ses répercussions politiques, du grand nombre de manifestations dans le monde et des œuvres majeures qui s'en sont inspirées, il est probable que la guerre du Vietnam a contribué, dans la conscience collective française, à mettre en arrière-plan celle d'Indochine, et ce d'autant plus qu'elle opposait à nos successeurs les mêmes adversaires sur le même terrain. C'est donc à une double substitution qu'on assiste ici, où un double événement historique contribue à en éclipser un troisième, comme dans un souvenir écran. Par ce terme, vous savez, Freud évoque des situations psychiques où un souvenir d'enfance est d'autant plus prégnant qu'il en dissimule un autre plus ancien, associé à un traumatisme et donc refoulé. Si le souvenir écran est individuel chez Freud, rien n'interdit de penser qu'il puisse aussi advenir dans les sociétés et participer à la gestion collective de la mémoire nationale. Alors je vous propose une troisième séquence qui est constituée des toutes dernières images du célèbre film de Régis Varnier, Indochine. Tu l'as vu? Dans le hall, il y avait beaucoup de monde. Des policiers, un service d'ordre, des barrières. Tout d'un coup, je n'ai pensé qu'au ridicule de la situation. Je me suis imaginé en train de me précipiter sur une Indochinoise, en criant « Maman ». Alors j'ai pensé qu'il fallait qu'il y ait un miracle. J'espérais qu'une de ces femmes allait se jeter vers moi en criant « Étienne, mon fils ». J'ai attendu, assez longtemps. Il ne s'est rien passé. Alors je suis sorti. Tu plaisantes toujours? Non. Ma mère, c'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cassé mon talon. Alors cette séquence se déroule en juillet 1962 à Genève,
La femme dont le personnage masculin, Étienne, parle à Eliane, jouée par Catherine Deneuve, et qu'il n'a pu rencontrer, est sa mère, Camille, la fille adoptive d'Eliane, qui a été emprisonnée à Poulon-Condor, a rejoint les troupes communistes et fait donc partie de la délégation vietnamienne venue à Genève. L'avant-dernière séquence que nous n'avons pas vue, celle qui précède celle-ci, se passait lors du Front populaire. Elle montrait Camille déclarer à sa mère qu'elle rejoignait les maquis. Il y a donc entre l'avant-dernière séquence et celle-ci une ellipse de 18 années, complètement absente du carton explicatif final, qui fait l'impasse sur les raisons pour lesquelles les Vietnamiens, dont Camille, sont venus à Genève signer la paix, à savoir la guerre d'Indochine, que les Français ont perdue et qui explique la présence de Camille ici. Un oubli ou une ellipse d'autant plus étonnant que le film est tout de même clairement anticolonialiste. Quels enseignements tirer de ces 4 exemples? Le premier, qu'il existe bien, me semble-t-il, une mémoire différentielle pour une large part individuelle, mais aussi collective, les 2 mémoires interférant évidemment l'une avec l'autre. Cette mémoire différentielle est mobile à la fois historiquement et géographiquement. Historiquement d'abord, puisque chaque période va privilégier tel ou tel événement, ou au contraire en rejeter un autre en fonction des valeurs dominantes, et aussi pour une large part des enjeux politiques des gouvernements en place. Cette mémoire différentielle est en effet aussi largement géographique, pour dépendre à la fois des pouvoirs politiques locaux et de leur utilisation éventuelle de la censure, comme du sentiment de proximité que nous pouvons avoir avec telle ou telle communauté persécutée. Au cœur de cette mémoire différentielle opère le processus du refoulement, dont Freud fait un des ressorts essentiels de notre vie psychique, mécanisme de défense majeur consistant à rejeter dans l'inconscient certaines représentations désagréables. Si Freud s'intéresse au refoulement individuel, il est moins disert sur le refoulement collectif, mais son œuvre invite à étendre la notion au groupe, et on peut supposer qu'aucune société ne peut survivre si elle n'écarte pas collectivement un certain nombre d'événements de son passé. Sans chercher à être exhaustif, j'ai ici évoqué 4 causes de ce refoulement dans l'inconscient de certains épisodes historiques douloureux. La première est la censure politique, comme elle est pratiquée par exemple aujourd'hui en Chine, laquelle vise à tenter d'interdire que se mette en place une mémoire de l'événement, avec cette distinction que la censure et les autres formes de répression sont conscientes, contrairement au refoulement. Tout autre est le silence artistique, lequel ne relève pas d'une activité consciente de dissimulation, mais d'une passivité des artistes, le plus souvent involontaire, soit qu'ils ignorent l'événement en cause, soit qu'ils ne se sentent pas mobilisés en raison de l'éloignement historique ou géographique. La troisième cause est l'indifférenciation historique, dont pourrait relever le génocide des Tziganes ou la grande famine chinoise, l'un et l'autre insuffisamment caractérisés à l'intérieur d'un ensemble de meurtres de masse où ils prennent place, mais pour des raisons différentes. Tandis que l'ignorance de la grande famine est liée à la censure politique, l'effacement du génocide des Tziganes est multicausal, mais ne peut être attribué à une quelconque censure. La quatrième cause, la substitution mémorielle, montre bien combien nous avons affaire ici à des processus inconscients, analogues à ceux de la sphère privée. Le souvenir écran collectif fonctionne à l'instar d'un rêve, caractérisé par la circulation d'une énergie beaucoup plus libre que dans la vie consciente et se déplaçant sur d'autres représentations, par exemple la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam, que les représentations douloureuses. Qui dit refoulement dit retour du refoulé, c'est-à-dire que ce qui n'a pas trouvé place dans la conscience continue à travailler dans l'inconscient collectif. Il est frappant de voir ces dernières années des livres évoqués par exemple la guerre d'Indochine, exemple en 2022 ceux d'Éric Vuillard, Une sortie honorable, et de Pierre Lemaître, Le grand monde. Ce retour du refoulé peut se faire au niveau de la génération concernée par l'événement, mais aussi au niveau de la génération suivante, par le biais de ce que Marianne Hirsch a qualifié de post-mémoire, à savoir le fait pour un événement de produire des effets inconscients sur les générations suivant celles des victimes et des bourreaux. Je dirais pour conclure que nous devrions défendre une plus grande équité mémorielle. Ce que j'ai appelé le canon mémoriel sera d'autant plus riche et fécond qu'il sera plus large, aussi bien historiquement et géographiquement, s'étendant à des événements qui ne concernent pas directement une communauté nationale. En cela, je prends le contre-pied de Paul Ricoeur lorsqu'il défend les bénéfices de l'oubli. Je crois au contraire que la notion de mémoire différentielle peut nous permettre de prêter attention à des meurtres de masse qui ont été éclipsés par d'autres et qui, même s'ils n'ont pas d'effet psychologique sensible sur nous,
impose, par respect envers les victimes, un devoir de vérité historique et de mémoire, et d'une manière plus générale, sont riches d'enseignements sur nos capacités collectives d'aveuglement et d'oubli. Et je passe maintenant la parole à Ariane, qui va évoquer un autre cas de substitution mémorielle, lié cette fois à la guerre d'Algérie. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Mon intervention s'inscrit dans la suite de l'exposé de Pierre Bayard et va porter sur la substitution mémorielle, et plus précisément sur la confusion en France entre deux événements liés à la guerre d'Algérie et quel rôle le cinéma peut jouer dans le processus de reconnaissance et de mémoire. Donc ces deux événements sont d'une part le massacre du 17 octobre 61 à Paris et d'autre part la répression sanglante du 8 février 62 à Charonne. Donc je vais tout d'abord procéder à un court rappel historique du déroulement des deux événements, puis nous verrons comment la mémoire collective de Charonne a recouvert celle du 17 octobre 61, jusqu'à ce que le 17 octobre ressurgisse avec la production cinématographique de la deuxième génération, et que le 17 octobre recouvre à son tour le massacre de Charonne dans la mémoire collective. Et ce, jusqu'à créer aujourd'hui une confusion et un entrelacement mémoriel entre les deux événements. Donc pour rappel, le 17 octobre 61 se situe dans le cadre de la guerre d'Algérie, où la France est engagée depuis 1954 dans la lutte contre l'indépendance. En 61, les Algériens et les Algériennes sont environ 180 000 à vivre dans la région parisienne. Ils vivent pour beaucoup dans des logements insalubres ou dans des bidonvilles aux périphéries de Paris et ne sont pas réellement visibles des Parisiens et des Parisiennes qui vivent au cœur de la capitale. Les sévices que subit la communauté algérienne par les fonctionnaires de police sont quotidiens. Et dans le contexte de lutte contre la branche du Front de Libération Nationale qui est implantée en métropole et qui a fait plusieurs attentats, l'État français impose dès le 5 octobre 61 un couvre-feu de 19h jusqu'à 5h du matin et qui vise spécifiquement les Algériens et les Algériennes d'Île-de-France. En contestation, la Fédération française du FLN organise une manifestation pacifique le 17 octobre qui suit, et c'est de gré ou de force que tous les hommes algériens sont mobilisés par le FLN. À cette époque, c'est Maurice Papon qui est le préfet en charge de l'autorité policière à Paris. La manifestation, qui compta des dizaines de milliers de personnes, fut réprimée avec une violence d'une rare intensité. 12 000 personnes sont embarquées dans des cars de police, et les chiffres évoquent entre 150 et 250 Algériens tués et noyés, et des dizaines de personnes qui sont encore aujourd'hui portées disparues. En 61, le contexte parisien est extrêmement tendu. Si le terme couramment utilisé de 17 octobre 61 fait référence à la répression de cette journée en question, les mois qui ont précédé et suivi cette nuit-là ont eux aussi été émaillés de violence envers la population algérienne. Les assassinats et l'usage de la torture avaient lieu dans certains commissariats et dans les caves d'autres bâtiments parisiens, comme en témoignent les écrits de l'historienne Paulette Péju, ou bien encore le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris. Dès le lendemain de la manifestation, Panigel va à la rencontre des rescapés et des témoins des massacres et tourne des reconstitutions à partir des témoignages. Et je vais vous montrer un extrait de ce film tout de suite. Et la police, chaque fois qu'il me tapait sur ma tête, quand je me lève ma tête, il donne un coup, quand ma tête qui va tomber. Le dernier prison, il a dit, il y en a des places à la Seine. Voilà, j'étais à la Seine. Il a amené jusqu'à où le pont suspendu, à Alfortville. Après, il a arrêté le car, à côté de la Seine. Et là, j'étais le premier. Il a posé sur la terre, et après, il a cassé la tête avec un coup de crosse, et un coup de pied, et un coup de matraque, et tout. Il a bien cassé la tête. Et après, là, j'étais à la Seine. Après, il a avancé 100 mètres. Et là commence, c'est moi le deuxième. J'étais les cheveux longs. Après, quand j'ai reçu les coups de crosse, les coups de matraque, les coups de pied, ma tête, il est trop gonflé. Il était gonflé. Ben, j'ai rasé les cheveux à rang. Ben, jusqu'à maintenant, il est un peu, ça va. Il y a un autre police, il a dit, oh, ça y est, il est mort, laissez-le.
Ben, il a attrapé un qui prend sur mes pieds et l'autre il pris sur les mains. Et là, j'étais à la Seine. Quand je descendais, je tombais dans la flotte, j'ai un peu la tête, quoi. Je descendais à peu près 20 mètres dans l'eau, parce que je sais nager. Et après, je l'avance à peu près 100 mètres ou 50 mètres, je ne me rappelle pas combien de mètres. Ben, je le tirais un peu sur le bord, j'ai sorti juste ma tête dans l'eau. Je regarde la police. J'ai levé la police qui est encore tapé le troisième, parce qu'on a été trois. Ben, il a frappé encore le troisième. Il a bien cassé la tête. Après, là, j'étais à la Seine. Quand il a acheté la Seine, moi, j'ai resté de minuit jusqu'à 6 heures du matin dans l'eau. J'ai été tout bleu, parce qu'il est froid, il vent, il ça pleut, et tout. J'ai été tout bleu. Ma tête est tout cassée. Le sang, il est tout collé sur les cheveux. Et il est tout noir, presque noir. Et après, je sors à 6 heures du matin. Donc il faut indiquer que le film de Panigel a été censuré jusqu'en 1973 et qu'il sera enfin autorisé à la diffusion suite à la grève de la faim du réalisateur René Vauthier. Mais Panigel s'est refusé par la suite de montrer son film tant qu'un préambule en forme de préface n'y était pas ajouté. Et celle-ci sera faite en 2011 par le réalisateur Mehdi Lalaoui, dont le père fut lui-même passé à tabac et laissé pour mort par la police française le 17 octobre 1961. Donc, je vais maintenant faire un rappel à propos de la manifestation de Charonne, qui fut elle aussi réprimée dans le sang. Donc, elle fait suite à un événement particulier, le 7 février 1962. Une bombe de l'OAS fut déposée devant le domicile d'André Malraux, alors ministre de la Culture. Cette bombe blesse une enfant aux yeux, et face à cette injustice et à la croissance des attentats de l'OAS, les syndicats parisiens se réunissent le soir même et décident de faire une marche dès le lendemain. La manifestation est interdite, mais 60 000 manifestants et manifestantes affluèrent depuis la gare de Lyon et remontèrent la rue de Charonne et le boulevard de Voltaire. Les slogans proclamés sont « OAS assassin » et « Paix en Algérie ». La trajectoire de la marche est improvisée par les chefs de cortège qui, en fin de manifestation, lurent une proclamation, puis donnèrent le signal de la dislocation du parcours. Il n'y a aucun débordement selon les témoignages des syndicats. Mais la foule est devenue compacte et c'est à ce moment-là que la police va charger les manifestants et les manifestantes. La foule reflue vers l'arrière de façon instinctive et fuit face aux coups de bidule des forces de l'ordre. La foule est alors prise en sandwich, comme on dit. Les gens courent et un groupe tente de s'enfuir par la bouche de métro Charonne. Les gens tombent dans les escaliers et s'agglutinent jusqu'à former 4 couches successives de corps qui s'entassent dans l'ouverture de la bouche de métro. Les forces de l'ordre vont alors jeter des grilles d'arbres en fonte et les tables de bistrot alentour. Et contrairement à ce que dira une certaine presse, les grilles du métro n'étaient pas fermées, cette théorie visant à innocenter les forces de l'ordre dans une logique de mort par étouffement. Au total, on dénombre 9 manifestants et manifestantes qui furent tués, dont 2 femmes et 250 blessés. Et donc nous allons voir maintenant comment la mémoire de Charonne a recouvert le massacre du 17 octobre 1961 au début. Les 9 personnes qui furent assassinées à Charonne étaient syndiquées à la CGT ou au PCF, lesquels organisent des funérailles publiques au cimetière du Père-Lachaise dans les jours qui suivent. Et plusieurs centaines de milliers de personnes viennent alors rendre hommage et assistent aux obsèques. Mais d'aucuns, lors des prises de parole par les représentants des syndicats, ne fait mention des morts algériens quelques mois plus tôt dans des circonstances pourtant similaires le soir du 17 octobre 1961. Seul un représentant de l'Union régionale parisienne de la CFTC a évoqué une phrase évoquant ce massacre du 17 octobre. Alors en 1966, une instruction a été ouverte pour les morts de Charonne, mais cette dernière émet une ordonnance de non-lieu au titre de l'amnistie. L'affaire passe donc au civil au titre des dommages et intérêts, et en 1969, une décision confirmée en appel déclare que la responsabilité est partagée. Verdict qui insinue que les manifestants et les manifestantes étaient des casseurs, comme nous dirons aujourd'hui, et la Cour d'appel accorde ainsi certaines indemnités aux proches des victimes, mais en bafouant la mémoire de ces dernières. À ce moment-là, les noms des victimes de Charonne font la une de certains journaux, et en 1982, une plaque commémorative est apposée à la station du métro Charonne.
Donc, dans l'ombre de Sharon, il y a les victimes du 17 octobre 61, qui sont plusieurs centaines et qui, elles, n'ont pas eu le droit à des obsèques et dont les noms ont disparu à jamais pour certaines. On peut alors se poser la question si un grand nombre de Français et Françaises de l'époque étaient indifférents lorsque la victime était algérienne. Et on va voir maintenant quelques processus de sortie de l'oubli du 17 octobre 61. Dans les années 80, la deuxième génération, dont les parents ont pour certains vécu les massacres du 17 octobre 61, vont, avec l'impulsion des associations antiracistes et des organisations d'extrême gauche, faire remonter les événements de ce que certains appellent communément les ratonnades de 61. Toute une génération découvre alors, par les plus anciens, l'histoire du 17 octobre 61, qui devient peu à peu, un symbole mémoriel de lutte et de résistance contre le racisme et ses impunités en général. Le 17 octobre arrive enfin dans les consciences comme une date fondamentale. Au début, ce sont des films documentaires qui dominent la production cinématographique, puis un certain nombre de films de fiction font leur apparition. Donc on peut citer Le silence du fleuve de Mehdi Lalaoui, 17 octobre 61, Une journée portée disparue, et des films de fiction comme Octobre noir de Florence Corr et Aurel ou Meurtre pour mémoire, qui est l'adaptation du roman de Didier Daninx. Ce qui différencie le massacre du 17 octobre 61 de celui de Sharon, ce sont donc les disparus. Les 9 personnes défuntes à Sharon ont eu le droit à un rituel funéraire et des obsèques médiatisées, quand les familles des disparus du 17 octobre cherchent encore leurs morts. Comme en témoigne le documentaire de Yasmina Hadi, Ici on noie les Algériens, de 2011. Dès le début de son film, la réalisatrice fait mention de cette condition qui hante encore les vivants et les vivantes, à travers le témoignage d'une femme veuve dont le mari a disparu le 17 octobre. Et je vais vous montrer un extrait qui est au tout début. أكتوبر 61 خلاني في عمري 25 سنة مع 4 أولاد. أنا عارفة راه أنا في الماء، أنا عارفة الخبيثة وش دارت. خلاني طفلة صغيرة مع 4 أولاد. يا مولاي يكون معايا، يا مولاي يكون معايا. طول حياتي وانا تعبانة، هذه 50 سنة وانا نجري باه نلقى الجر وما كانش. وقعد محمد وكمال نحامة وعيشة مالكة بكايا، يطبطب الباب يخرجوا يجروا يقولوا هو بابا جانا. يا رب يكون معانا. اللي كانوا صغيرين ما سمعوش كلمة بابا، قالوش سمعت بويهم بالباب الطبطب. استغفر الله، استغفر يا راني عارفتك راك في الماء. داروك العديان هنا، داروك العديان هنا وخلاوك. راني عارفتك راك هنا، تبقى ديما هنا. يا مولاي
هذا الواد ماكله رجال، ماكله رجال وخلوا الاولاد يتاموا خباثه. راكم متوا شهادة، ما متوش باطل، راكم شهادة عند ربي. ديما كي نعقب على هذا الواد ونقول يا ربي ديرني عوام انا اللي اعظم منه، وندي ندفنه ويقولوا لي ها همك واغطوا يا ربي. Donc dès l'ouverture du film, on voit que tout de suite sont évoqués les orphelins de père, c'est-à-dire celles et ceux de la deuxième génération. Et plus loin dans le film, une femme de disparue témoigne de ce que son avocat de l'époque lui a dit. « Il y a plus de 500 hommes dans le cas de ton mari, ils ne vont pas t'appeler pour l'identification à la morgue. » C'est justement ce défaut d'identification du corps qui est en jeu dans la condition de la disparition. Une condition dans laquelle les proches ne peuvent acter la fin de l'existence de la personne enlevée au monde et qui sont condamnés à un entre-deux de l'attente. Dans l'extrait que nous venons de voir, la séquence se termine par ces mots qui caractérisent justement la hantise. « À chaque fois que je passe ici, j'implore le Seigneur, fais de moi une plongeuse, que je retrouve ses os, que je puisse l'enterrer dignement et officiellement. » Suite à cette production cinématographique à propos du 17 octobre 61, on va voir maintenant comment cette dernière recouvre celle de Sharon aujourd'hui. Face à la nécessité de témoigner du massacre du 17 octobre 61, qui avait été effacé, nous pouvons constater qu'il existe aujourd'hui davantage de productions cinématographiques concernant celui-ci que celui de Sharon, qui semble avoir donc été recouvert à son tour et dont on note peu de productions cinématographiques à ce sujet. Il y a une allusion dans le film La génération d'après de Robert Bober en 1971, où il diffuse des images d'archives de l'attaque des CRS. Il y a un autre film qui est difficilement trouvable de Philippe Poudiquet et Marc Memoun intitulé Sharon, 9 morts sur ordonnance de 82, le documentaire Mourir à Sharon, pourquoi ? Et je vais vous montrer maintenant un extrait du film de fiction, un des rares films de fiction, Diabolomante de Diane Curis, datant de 1977, où une scène raconte ce qui s'est passé à Sharon. Mais c'est pas vrai! Tu veux dire quelque chose, Pascal? Non, non, c'est rien. Mais il y a eu Sharon quand même. Ah tiens, Sharon. Qu'est-ce qui peut nous parler de Sharon? Personne. L'année dernière, en février, le 8 février, ça vous dit plus rien? Si. Moi, en février, j'étais malade. Pascal, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé? C'était quand il y avait tous les plastiquages OS dans Paris. Il y avait eu une manifestation contre les attentats. On habitait boulevard Voltaire à l'époque. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Avec mon père, on était sur le balcon. On criait des slogans avec les manifestants. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Mon père a fermé la fenêtre. Même avec les fenêtres fermées, on entendait les gens crier. Quand on est ressorti, il n'y avait plus personne. Et par terre, il y avait des chaussures. Plein de chaussures. Sur les trottoirs, dans les caniveaux. Il y avait des gens qui les ramassaient. Le lendemain, on a appris que tous ceux qui avaient voulu se réfugier dans le métro s'étaient retrouvés coincés par des grilles fermées. Et que les flics leur avaient balancé des grilles d'arbres, des bancs, tout ce qui leur tombait sous la main. À la fin, ils avaient relevé 7 morts. Avec mon père, on est allé à l'enterrement.
On s'est retrouvés place de la République, juste derrière le portrait de Daniel Ferry, un lycéen de 15 ans qui avait été tué. Donc aujourd'hui, on constate un entrelacement entre les deux événements dans la mémoire collective, mais les deux événements sont à la fois différents et similaires. Le 17 octobre 61, les Algériens et les Algériennes réclament l'indépendance de l'Algérie et protestent contre le couvre-feu qui leur est imposé. Peu de Français et de Françaises défilent avec eux et les soutiennent. Ce qui caractérise le 17 octobre, c'est surtout l'acharnement sur des corps racisés. C'est une chasse aux faciès qui se répand dans Paris. Dans le film de fiction Nuit Noire, 17 octobre 61, Alain Tasma met d'ailleurs en scène un homme italien, identifié comme algérien du fait de la couleur de sa peau mate, et qui est emmené de force par les policiers. L'écrivain colombien Gabriel García Márquez a quant à lui raconté avoir aussi été embarqué par les forces de police le soir du 17 octobre, car il avait été identifié comme algérien. Alors qu'à Charonne, les manifestants et les manifestantes protestaient contre les attentats terroristes de l'OAS, et peu d'Algériens alors étaient présents. Mais il y a pourtant une continuité claire entre ces deux crimes, c'est celle d'une répression d'État qui s'acharne avec une extrême violence, et dont la figure tutélaire, c'est celle de Maurice Papon, alors préfet de Paris. En 1997 a lieu le procès de Maurice Papon pour son action pendant l'occupation à l'encontre des Juifs de la région bordelaise. Et c'est l'historien Jean-Luc Hénaudy, spécialiste de l'histoire du massacre du 17 octobre 61, qui est venu témoigner sur la carrière de Papon, en mémoire des victimes du 17 octobre et du 8 février. Et pour l'historien, il y a toujours clairement une continuité entre ces deux crimes. Donc pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, encore, les policiers impliqués dans les crimes que nous avons cités gardent le silence et n'ont pas eu à répondre de leurs actes devant la justice. Et dans cet état de fait, le cinéma et l'art en général devient crucial pour nous amener à imaginer et à élaborer ce qui reste du domaine de l'impensé. Je vous remercie. Comme pour Ariane qui a analysé comment l'événement du 17 octobre a fini par éclipser l'événement de Charonne, à mon tour, j'aimerais étudier ici la mémoire différentielle au sein de l'histoire contemporaine du Cambodge. Je me suis demandé comment la mémoire des victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges est-elle mise en récit. Pour cela, je m'appuierai sur le mémorial de Chon Ek, qui a été érigé en 1988, c'est-à-dire 9 ans après la transformation de S21 en musée du génocide. Rappelons que S21 est un ancien lycée de Phnom Penh qui fut transformé en centre d'extermination dirigé par Duc, où plus de 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants, furent interrogés, torturés et assassinés. Dans un premier temps, l'analyse du mémorial de Chon Ek permet de comprendre cette mémoire différentielle qui, pour reprendre Pierre Bayard, et je le cite, la mémoire différentielle qualifie la manière dont s'opèrent des processus de sélection qui conduisent à mettre en lumière, pour un temps plus ou moins long, tel événement au détriment de tel autre. Dans un second temps, j'aimerais toujours, à partir de l'exemple de Chon Ek, analyser les rythmes mémoriels à l'égard du passé, de ces transformations, déformations, de ces bifurcations sur 4 périodes qui s'étalent de 1979 au moment de la débâcle des Khmers rouges à aujourd'hui. Dans un troisième temps, pour finir, j'aimerais montrer comment le mémorial de Chon Ek a éclipsé d'autres mémoriaux du pays. Parmi les lieux d'exécution, appelés également les Killing Fields, ou en français les champs de la mort, Chon Ek reste le plus célèbre du Cambodge. Ce mémorial est situé à une 15aine de kilomètres de Phnom Penh. Dans cet ancien cimetière chinois, les détenus de S21 sont acheminés en camion la nuit, parce qu'il faut tenir au secret. Ils sont assassinés à coups de pioche, de gourdin ou égorgés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de balles, pas de bruit pour ne pas alerter les villageois. Donc tout se faisait dans le secret de la nuit. Leurs corps sont jetés dans pas moins de 129 fosses communes
86 d'entre elles ont pu être exhumées. 8 985 ossements de victimes sont déterrés. Donc là, je vous ai mis juste la définition, ce que c'est qu'un mémorial. En 1988, le mémorial de Chonhaek est érigé avec son grand stupa bouddhiste dans lequel sont conservés plus de 5000 crânes humains. Si les deux mémoriaux Chonhaek et le musée de Tuol Sleng sont aussi célèbres, c'est à mon avis pour 4 raisons. La première raison est l'expression d'une volonté politique, même si on va voir tout à l'heure comment les politiques mémorielles varient en fonction des méta-récits construits par le pouvoir politique. Si S21 sur les 196 centres d'extermination au Cambodge occupe une telle place, c'est parce qu'il incarne l'organe répressif politique du Kampuchea démocratique. Kampuchea démocratique, c'est le nom donné par les Khmers rouges durant leur pouvoir entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979. S21 et Chonhaek sont directement reliés à Son Sen, qui à l'époque était ministre de la Défense, puis à son successeur Nuntir, le frère numéro 2, à partir de août 1977. Ritipan disait lorsqu'il avait réalisé son film S21, La machine de mort Khmer rouge, il dit que c'est là que les crimes d'État ont été commis. La deuxième raison est qu'il existe de nombreux travaux universitaires sur S21, dont le plus remarquable est le livre de David Chandler. Bon, ce qui a sauté, c'est la photographie du livre de David Chandler qui s'intitule S21 ou le crime impuni des Khmers rouges, qui a été édité aux éditions Autrement en 2002. Et vous avez à l'écran le dernier livre de Anne-Laure Poré qui a consacré sa thèse à S21 et à Chonhaek, Chonhaek étant le terminus de la mort de S21. La troisième raison est la contribution de l'art à la connaissance et à la réflexion de S21 et Chonhaek. Par exemple, les dessins et les peintures de Van Nat. Donc vous avez la chance, ce dessin même est exposé quand vous allez sortir, vous allez le voir dans le couloir, où Van Nat représente Chonhaek, mais il ne l'a pas vu, hein. Il n'était pas témoin oculaire, mais il a fait le récit à partir des témoignages, notamment des bourreaux. Donc l'autre artiste qui a fait connaître S21 et Chonhaek, c'est Ritipan, qui a consacré 3 films sur S21. Le premier, Bopana, une tragédie cambodgienne qui est sortie en 1995-96. Son film événement s'intitule S21, la machine de mort Khmer rouge, sorti en 2002. Et enfin, Duk, le maître des forges de l'enfer. Mais sur ces 3 films, c'est S21, la machine de mort Khmer rouge, où Ritipan filme la scène à Chonhaek. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, et j'aimerais bien qu'on puisse continuer. Donc en tout cas, je voudrais souligner que Van Nat et Ritipan donnent à réfléchir sur le rôle de l'art dans l'élaboration et la compréhension du passé. Et enfin, la 4e raison est l'audience nationale et internationale des procès mis en place au Cambodge par les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger les hauts responsables Khmer rouges, dont le cas numéro 1, c'est pour juger Duk, l'ancien directeur de S21, et pour le dossier numéro 2, pour juger Nuntir et Khieu Samphan. Nuntir étant, on considère que c'est l'idéologue des Khmer rouges, et Khieu Samphan étant le président du Kampuchea démocratique. J'aimerais à présent introduire au sein de l'étude sur la mémoire différentielle que nous propose Pierre Bayard, un autre concept, celui du rythme mémoriel. En effet, au fil du temps, Chonhaek et S21 ont servi à de multiples récits. Alors,
pour Régine Robin, qui est une universitaire d'origine canadienne, d'origine québécoise, l'historienne et sociologue Régine Robin montre que la mémoire est travaillée selon différents rythmes. Dans son ouvrage Mémoire saturée, elle parle également de polyrythmie, tant le travail mémoriel est complexe, hétérogène et discontinu. On ne peut le saisir, dit-elle, sans ces feuilletés de temps, ces oublis efficaces qui restent tapis, ces hétérogénéités, ces décrochements et disjonctions. Je propose d'analyser la place de Chon-Ek à travers 4 périodes historiques qui couvrent de 1979 à aujourd'hui. La première période, qu'on pourrait dater au lendemain du 7 janvier 1979 jusqu'au début des années 90, où on va voir mettre en place une édification d'un méta-récit. L'édification du musée de Tulsleng en 1979, puis du mémorial de Chon-Ek en 1988, qui renvoie donc à cette première période. Et cette première décade correspond à la construction d'un récit national post-Khmer Rouge. La visée étant d'engager un travail d'unification auprès de la population fragilisée, meurtrie par les 4 années de violence sous le régime Khmer Rouge. Afin de démontrer la nature génocidaire du régime de Pol Pot, le gouvernement de la République populaire du Kamputir, installé au Cambodge par le Vietnam au début de l'année 79, opte rapidement pour une politique mémorielle fondée sur la collecte de preuves et l'exposition des crimes commis par la clique Pol Pot Ieng Sari à S21. Ce n'est pas moi qui l'emploie, c'est vraiment les termes politiques utilisés à l'époque. S21 fut transformé rapidement en musée afin d'asseoir la légitimité du nouveau pouvoir. Surtout, c'est un dispositif de propagande efficace pour les vainqueurs, composé d'anciens Khmer Rouges modérés, à l'instar de l'ancien Premier ministre Hun Sen. Ils pouvaient se présenter comme les bons et vrais communistes et dans le même temps de camper le Vietnam en pays sauveur, alors que ce pays voisin est accusé aux Nations Unies d'avoir envahi et occupé le Cambodge. Comme l'a montré l'universitaire Rachel Hughes, qui est rattachée à l'université de Melbourne, elle dit que le discours associé à la réalisation de ces mémoriaux, parce qu'il y a un mémorial au musée de Tulsleng, mais également au mémorial de Chon-Ek, visait plus à dénoncer le génocide commis par le régime de Pol Pot qu'à commémorer les victimes, ce dont témoigne donc l'édification du mémorial de Chon-Ek. Si dans un premier temps, les pouvoirs publics ont œuvré activement à la réalisation des mémoriaux, ils sont ensuite progressivement désengagés et les édifices se sont vite dégradés. Donc j'en arrive à la deuxième période où on va voir une sorte de suspension, de refoulement au nom de la réconciliation nationale. Donc la situation politique a en effet changé dès 1989 lorsque l'armée vietnamienne s'est retirée du Cambodge. La signature des accords de Paris de 1991 avec les Khmer Rouges dans les négociations de paix, le terme de génocide a été biffé sous la pression de la Chine et des Khmer Rouges. Et Pierre Bayard et moi-même avons consacré un colloque et une publication qui revient justement sur cette période qui s'intitule « Cambodge, le génocide effacé ». Donc, après avoir écarté ses rivaux politiques, dont le prince Norodom Ranariddh en 1998, le Premier ministre Hun Sen exhorte ses concitoyens à enterrer le passé et à regarder vers l'avenir. Ces événements politiques qui scandent cette décennie révèlent une politique mémorielle qui privilégie l'oubli au nom de la réconciliation nationale. C'est la fameuse politique win-win, gagnant-gagnant, où les anciens Khmer Rouges vont intégrer les tissus politiques et sociaux du pays. À ce titre,
Chonhaek et Tuol Sleng finissent par sombrer peu à peu. Par exemple, l'état du musée S21 est si dégradé que des plafonds s'écroulent, la pluie pourrit les murs, les photographies se détériorent et les archives ne sont plus conservées dans la fraîcheur d'un climatisateur car le musée n'a plus les moyens de payer les factures d'électricité. Mais paradoxalement, le musée de Tuol Sleng a été sauvé de l'oubli et de la dégradation, grâce à 3 projets internationaux. Le premier projet conduit par l'université américaine Cornell, qui, entre 89 et 93, a assuré le microfilmage de 400 000 documents qui sont constitués principalement des aveux des détenus. Le second projet est conduit dès 1993 par 2 photojournalistes, Christopher Riley et Douglas Riven, qui ont œuvré à la restauration et au catalogage des négatifs des fameux portraits des prisonniers de S21 afin d'assurer leur sauvegarde et de faciliter la recherche des disparus par les familles. Et enfin, le troisième projet est conduit par le programme du génocide cambodgien de l'université Yale, qui a permis le financement du centre de documentation du Cambodge, plus connu sous le nom de DICICAM, dès 1995. Et c'est DICICAM qui va notamment fournir les principaux preuves, les archives, au procès pour juger les hauts responsables Khmer Rouge. Pour la troisième période, correspond aux années 2000. Passée sous silence, la mémoire empêchée, pour reprendre Paul Ricoeur, puisque, à la différence de Pierre, moi je suis une grande fan de Paul Ricoeur, et donc j'emploie son concept, la mémoire empêchée, durant justement cette période, dans la société cambodgienne. Pour le dire autrement, c'est le retour du refoulé qui se manifeste à travers une polémique violente autour de l'exposition des ossements. En effet, dans son livre « La mémoire, l'histoire et l'oubli », Paul Ricoeur parle d'une mémoire empêchée qu'il distingue de la simple mémoire manipulée, voire instrumentalisée. La première, donc mémoire empêchée, est de l'ordre du refoulement et du retour du refoulé. La seconde désignerait la mémoire artificielle construite par la propagande des États. La mémoire empêchée se traduit par l'oubli forcé, et quand on pense au Cambodge, pendant longtemps, dans les manuels scolaires, on ne parle pas des Khmer rouges, on ne parle pas de S21. Et également, l'effacement ou cet oubli forcé se traduit par cette politique win-win qui intègre donc les anciens Khmer rouges dans la vie sociale cambodgienne. Et les plus hauts responsables politiques du Kampuchea démocratique, et je pense notamment à Tamok ou Ieng Sary, ont vécu pendant très longtemps, durant de nombreuses années, sans être inquiétés par la justice. Donc vous avez sous les yeux cette carte qui se trouve à S21, donc au musée du génocide de Tuol Sleng. Cette carte a été composée notamment par Vanat et avec d'autres artistes survivants à S21, donc c'est-à-dire c'est une carte qui a été créée collectivement à partir des crânes qui ont été récupérés à S21. Et vous voyez en rouge, la grande tache rouge, c'est pour figurer le grand lac Tonlé Sap et les fleuves. Et donc cette carte a cristallisé toute une polémique, à savoir comment on peut garder une telle carte à S21. Et cette polémique a été lancée par le roi Norodom Sihanouk, qui a demandé que cette carte soit enlevée et que les crânes doivent être incinérés dans la tradition bouddhique. Il propose de financer la crémation et des stupas, les stupas étant l'urne qui recueille les cendres des morts. Il propose donc de lancer cette grande cérémonie au nom du respect dû aux morts.
Par la même occasion, il a aussi demandé la fermeture du musée de Tulsleng, c'est-à-dire de fermer S21. À l'époque, certaines voix ont contesté, et je pense notamment aux survivants Vanat, mais aussi au cinéaste Retipan, qui veulent au contraire conserver les ossements comme preuve tangible. Il y a en effet deux logiques qui s'opposent. D'un côté, ce que j'ai appelé la logique de l'histoire, c'est-à-dire le travail des historiens et aussi le travail des tribunaux pour juger, pour mettre en place une vérité historique, alors que pour établir cette vérité historique, il faut conserver les ossements comme preuve. Alors que dans la culture populaire, les défunts, donc dans la logique, ce que j'ai appelé la logique spirituelle, les défunts qui n'ont pas été célébrés ne peuvent pas, si on ne leur offre pas une sépulture et notamment une crémation, ces âmes errantes ne peuvent se réincarner, ne peuvent quitter le monde des vivants, donc c'est-à-dire on les condamne à être des âmes errantes. Donc le sujet reste aujourd'hui encore très sensible, car cela questionne le respect que l'on doit aux morts et, du point de vue philosophique, au poids des morts sur les vivants. En 2002, un compromis provisoire fut trouvé. La carte fut remplacée par une photographie. Et le Premier ministre Hun Sen publia une lettre officielle imposant que tous les restes humains retrouvés à travers le pays soient conservés comme preuve des crimes historiques et une base pour le souvenir et l'éducation. Et pour faire taire la polémique, il déclara qu'il organiserait un référendum sur la question après la fin des procès des hauts dirigeants Khmer Rouge. À ce jour, il n'y a pas eu de référendum. Et si vous me demandez quelle est ma position, je dirais que pendant longtemps, avant la mise en place des procès, j'étais pour, comme Retipan et Vanat, qu'on ne détruise pas ces ossements, parce qu'au Cambodge, il y a beaucoup de négationnistes, et c'est les seuls témoignages, c'est les seules preuves que nous avons. Aujourd'hui, avec la mise en place des procès, qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au cas du Cambodge, peut-être un jour, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on sera prêt pour incinérer ces ossements et libérer les âmes errantes. Pour ma quatrième époque, ça correspond à la période de la mise en place des CETC, c'est-à-dire les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, c'est-à-dire de 2006 à aujourd'hui. Cette période récente est marquée par un processus de patrimonialisation émanant non seulement des pouvoirs publics cambodgiens, mais aussi d'acteurs internationaux, notamment grâce au procès de Phnom Penh, qui ont permis de mettre en lumière la tragédie qu'a connue le peuple cambodgien en jugeant Duc et en jugeant Khieu Samphan et Nuon Thier. Anne-Laure Poré a souligné l'effet boomerang des procès des anciens dirigeants Khmer Rouge dans la société d'aujourd'hui, notamment par le biais des mesures de réparation qui encouragent un travail pédagogique sur cette période. Et ce souci pédagogique se retrouve dans la nouvelle muséographie de S21 et de Chun Egg. Notamment, un accent a été mis sur les panneaux explicatifs des contextes historiques ou sur l'organisation d'un parcours autoguidé. Par ailleurs, le pays s'ouvre au tourisme de masse. À cet égard, S21 Chun Egg participe au tourisme de la mort, le thanatotourisme, et ces deux conjectures participent d'une certaine manière à une relecture légèrement décalée du méta-récit originaire tel qu'il a été construit durant la première période. Donc les photographies que vous avez sous les yeux, ce sont des photographies que j'ai prises tout récemment en février, où on voit que la visite massive des touristes fait que on finit par mettre du béton pour souligner où étaient ces fameuses fosses. Donc c'est extrêmement scandaleux. Et là, c'est un arbre
où les Khmers rouges assassinaient les 500 enfants qui sont passés à S21 en les frappant contre l'arbre. Et aujourd'hui, vous voyez que cet arbre, eh bien, les touristes viennent accrocher des rubans ou des allumets. Donc, à travers les différentes politiques mémorielles mises en place durant les 4 périodes que je viens d'évoquer, nous avons vu que le travail de mémoire est loin d'être linéaire. Et à ce titre, l'édification de Chon'eg souligne que le travail mémoriel est complexe, hétérogène et discontinu. Malgré tout, les sites mémoriaux que sont Chon'eg et le musée de Toe Sleng sont bien inscrits dans la mémoire collective. Tous deux cristallisent le souvenir douloureux des victimes du régime Khmer Rouge. Ils sont si emblématiques qu'ils finissent par faire écran à d'autres mémoriaux qui ont été construits, dont certains sont toujours actifs. En effet, le DICICAM, le Centre de documentation du Cambodge, a publié en 2006 une liste non exhaustive, mais en tout cas, le DICICAM recensait 110 mémoriaux au Cambodge. Et donc, pour cette 3e et dernière partie, j'aimerais vous présenter quelques sites qui ont été éclipsés. Le premier site que vous avez sous les yeux s'appelle Wat Samrang Khnong. Après Chon'eg, ce mémorial de Wat Samrang Khnong, qui se trouve pas loin de la ville de Battambang, dans le nord-ouest du Cambodge, est le plus visité. Les archives du DICICAM indiquent qu'il y a eu au moins 10 008 corps qui ont été découverts dans une centaine de charniers. Et dans ce Wat Samrang Khnong, un premier mausolée a été édifié en 1979, notamment sous l'impulsion d'un survivant emprisonné pendant plusieurs mois dans cette pagode, mais c'est véritablement en 2008 que vous avez sous les yeux ce nouveau mémorial de Wat Samrang Khnong, qui est le plus connu. Et ce mémorial a été entièrement, disons 90%, financé par des donations des membres de la diaspora cambodgienne, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France. Il a été baptisé le Puits des Ombres et c'est l'une des rares monuments à mentionner le nombre des gardiens et des tueurs du centre. Et là, je n'ai pas pu vous montrer, mais il y a 2 textes, un en cambodgien et un autre en anglais. Et même si il y a une grande partie, la traduction est la même, mais ce qui différencie, c'est la fin, le message final. D'un côté, la traduction en anglais souligne cette volonté de résilience qu'il faut que le peuple cambodgien doit dépasser les souffrances pour construire un avenir radieux, pour privilégier en tout cas la solidarité du peuple cambodgien. En revanche, dans la partie finale du texte en cambodgien, au contraire, les Cambodgiens du Cambodge marquent les souffrances subies comme s'ils n'étaient pas encore prêts à tourner la page, à pardonner les criminels Khmer rouges. Alors, le deuxième centre d'extermination qui a aussi un mémorial, c'est le mémorial Krang Takian qui se trouve à Takeo, qui est à 1h30 de route vers le sud de Phnom Penh. Et l'ampleur des exactions à Krang Takian reste largement méconnue, même si les enquêteurs des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont bien mené des investigations. Au titre des réparations de justice, l'ONG Youth for Peace a entrepris un travail de documentation avec des panneaux, des visites du site. Et notamment, vous avez un guide passionné qui a 76 ans et qui nous a fait la visite du site. Mais nous étions de la journée les 2 seuls à venir visiter. C'est-à-dire, en dehors de Chon'eg, même Krang Takian, il n'y a personne pour venir visiter le lieu. Alors que ce mémorial, qui sont toutes construits à partir du mémorial de Chon'eg, ils ont pu exhumer plus de 10 000 crânes, et dont 1904 crânes sont exposés derrière les vitres du mémorial, érigé donc
dans l'ancien camp d'extermination. Le stupa de Kampong Cham, là vous avez aussi des peintures, notamment effectuées par des lycéens dans la région. Troisième mémorial qui s'intitule, c'est un stupa à Kampong Cham. Kampong Cham se trouve vers l'est du Cambodge, dans une région où il y a principalement l'ethnie Cham, c'est-à-dire des musulmans cambodgiens. Et là, on est au milieu d'un champ, il n'y a quasiment rien. On sait qu'il y a un mémorial grâce à ce panneau sur la route, mais en dehors de ça, il n'y a aucune information. Et enfin, pour aller vite, il y a aussi d'autres lieux de massacre, mais il n'y a ni d'érection de mémoriaux, ni de pancartes, notamment le site de Wat Ek Phnom, que vous avez sûrement vu si vous avez la chance de lire l'article du journaliste Arnaud Vollerin sur les traces des Khmers rouges, parce qu'en fait, tous les deux, nous avons effectué tous ces principaux sites. Et donc, sur le Wat Ek Phnom, il y a à côté donc l'un des rescapés qui est venu, qui nous a accompagnés. Et moi-même, je me suis rendue il y a quelques années. J'étais venue visiter un temple angkorien du XIe siècle et j'avais gardé le souvenir que c'était un de mes lieux préférés, mais je n'avais pas réalisé, avant février de cette année, qu'il y a eu un orphelinat où on pense qu'il y a plus de 5000 orphelins qui ont été logés à l'intérieur de cette grande salle où il y a eu énormément de morts. On compte entre 5000 et 10 000 personnes qui ont été massacrées. Je donne une grande fourchette parce que précisément, il y a eu très peu de documents. De même, le barrage de Camping Poi, qui se trouve à 1 heure de Battambang, qui est surnommé le barrage de la mort. C'est l'un des plus grands réservoirs d'eau du Cambodge qui a été construit avec l'aide des Chinois par les Khmers rouges. Et pour construire ce grand barrage, on pense que plus de 10 000 personnes ont été, qui sont mortes sur place. L'aéroport de Kampong Cham, d'ailleurs, c'est grâce au film, le dernier film de Ritipan, Rendez-vous avec Pol Pot, qui a mis en lumière, et je rejoins tout à fait Pierre quand il dit que les œuvres permettent de mettre en lumière, de retenir certains lieux. Et s'il n'y avait pas eu le film de Ritipan, Rendez-vous avec Pol Pot, eh bien nous-mêmes, on n'aurait pas eu connaissance de cet aéroport qui a été construit sous les Khmers rouges avec l'aide des Chinois. Et on parle plus de 10 000 morts aussi sur ce chantier. Et cet aéroport de Kampong Cham n'a jamais servi par les Khmers rouges. Et quand nous nous sommes rendus, c'est devenu un lieu inaccessible parce que occupé par l'armée du gouvernement actuel, mais on a réussi quand même à faire quelques photos à l'intérieur très rapidement. Et pour finir, et là j'arrive à ma conclusion, au Cambodge, certains lieux de massacre sont inscrits dans notre mémoire collective, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Chun Ek, et d'autres sont peu connus, et encore d'autres, comme l'aéroport de Kampong Cham, sont effacés. Mais si le mémorial de Chun Ek est le plus visible, le plus inscrit dans l'histoire collective, il est aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, traversé par différents rythmes mémoriels. Toutefois, la mémoire du passé Khmer rouge reste fragile et soumise aux volontés politiques. Et je donnerai 2 exemples. Celui de An Long Veng, où Arnaud Vollerin et moi avons visité. C'est le dernier bastion des Khmer rouges. Et nous avons été un peu choqués, si je puis dire, par la manière comment ça a été représenté sur cette période, sur le régime Khmer rouge. Et là, vous avez une pancarte où on voit Pol Pot avec sa fille, alors qu'il n'y a aucune mention que c'est le chef des Khmers rouges qui a commis la mort de 2 millions de personnes, c'est-à-dire un quart de la population. Et ici, c'est le site qui est conservé où se trouve
une sorte de mémorial un peu improvisé où il y aurait les cendres de Pol Pot, mais à nouveau, on a demandé, mais pourquoi il n'y a aucune pancarte pour définir le rôle de Pol Pot sous cette période? Et le guide nous a dit, en grosso modo, on n'a pas eu le temps de le mettre, on n'a pas eu les moyens de mettre, mais on voit bien que dans cette région, la volonté, c'est une volonté avant tout de réconciliation, quitte à réécriture l'histoire, et je trouve que c'est un peu limite par rapport à l'histoire du Cambodge. Et enfin, le deuxième exemple, c'est je dirais que autant vous avez compris qu'il y a beaucoup de mémoriaux qui sont peu connus ou qui sont tombés à l'abandon, qu'il y a des lieux, parce qu'il faut que je rappelle, il y a quand même 20 000 charniers au Cambodge, dans tout le territoire, et il n'y a pas d'information. En revanche, on voit que dans la cartographie du Cambodge, s'érigent de plus en plus des mémoriaux win-win, gagnant-gagnant, voulus par le pouvoir actuel pour marquer la réconciliation nationale, pour marquer, et je reprends les mots de l'ancien Premier ministre Hun Sen sur sa page Facebook, qui dit que le mémorial win-win, dont vous avez sous les yeux, qui a été inauguré en 2018, il dit ceci: le mémorial est le symbole de la réconciliation nationale, de la solidarité, de l'intégrité territoriale et de la prospérité du Cambodge. Et donc, l'étude de la mémoire différentielle est importante, et ça, je rejoins aussi bien Ariane que Pierre, est importante du point de vue des sciences humaines pour la mise en récit de l'histoire collective. Mais surtout, et en particulier au Cambodge, cette mémoire différentielle permet de lutter contre l'oubli et de continuer à faire justice aux âmes errantes tant que celles-ci ne sont pas apaisées. Merci.